René Guénon, Les états multiples de l'être. Chapitre 8. Le mental, élément caractéristique de l'individualité humaine. Nous avons dit que la conscience, entendue dans son sens le plus général, n'est pas quelque chose qui puisse être regardé comme rigoureusement propre à l'être humain comme tel, comme susceptible de le caractériser à l'exclusion de tous les autres. Et il y a en effet, même dans le domaine de la manifestation corporelle, ouvrons la parenthèse, qui ne représente qu'une portion restreinte du degré de l'existence où se situe l'être humain, fermons la parenthèse, et de cette partie de la manifestation corporelle qui nous environne plus immédiatement et qui constitue l'existence terrestre, une multitude d'êtres qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine, mais qui présentent cependant avec elle assez de similitudes, sous bien des rapports, pour qu'il ne soit pas permis de les supposer dépourvus de la conscience, même prise simplement dans son sens psychologique ordinaire. Tel est, à un degré ou à un autre, le cas de toutes les espèces animales, qui témoignent d'ailleurs manifestement de la possession de la conscience. Il a fallu tout l'aveuglement que peut causer l'esprit de système pour donner naissance à une théorie aussi contraire à toute évidence que l'est la théorie cartésienne des animaux-machines, entre guillemets. Peut-être même faut-il aller plus loin encore, et, pour les autres règnes organiques, sinon pour tous les êtres du monde corporel, envisager la possibilité d'autres formes de la conscience, qui apparaît comme liée plus spécialement à la condition vitale, mais ceci n'importe pas présentement pour ce que nous nous proposons d'établir. Cependant, il est assurément une forme de la conscience, parmi toutes celles qu'elle peut revêtir, qui est proprement humaine, et cette forme déterminée, ouvrons la parenthèse, ahankara, ou conscience du moi, entre guillemets, fermons la parenthèse, est celle qui est inhérente à la faculté que nous appelons le mental, entre guillemets, c'est-à-dire précisément à ce sens interne, entre guillemets, qui est désigné en sanskrit sous le nom de manas, et qui est véritablement la caractéristique de l'individualité humaine. Note de bas de page. Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 8. Nous employons le terme de mental, entre guillemets, préférablement à tout autre, parce que sa racine est la même que celle du sanskrit manas, qui se retrouve dans le latin mens, l'anglais mind, etc. D'ailleurs, les nombreux rapprochements linguistiques que l'on peut faire aisément au sujet de cette racine man ou men et des diverses significations des mots qu'elle forme montrent bien qu'il s'agit là d'un élément qui est regardé comme essentiellement caractéristique de l'être humain, puisque sa désignation sert souvent aussi à nommer celui-ci, ce qui implique que cet être est suffisamment défini par la présence de l'élément en question. Confere Ibidem, page 23-24. Retour au texte. Cette faculté est quelque chose de tout à fait spécial, qui, comme nous l'avons expliqué amplement en d'autres occasions, doit être soigneusement distingué de l'intellect pur, celui-ci devant au contraire, en raison de son universalité, être regardé comme existant dans tous les êtres et dans tous les états, quelles que puissent être les modalités à travers lesquelles son existence sera manifestée. Et il ne faudrait pas voir dans le mental, entre guillemets, autre chose que ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire, pour employer le langage des logiciens, une différence spécifique, entre guillemets, pure et simple, sans que sa possession puisse entraîner par elle-même, pour l'homme, aucune supériorité effective sur les autres êtres. En effet, il ne saurait être question de supériorité ou d'infériorité pour un être envisagé par rapport à d'autres, que dans ce qu'il a de commun avec ceux-ci et qui implique une différence, non de nature, mais seulement de degré, tandis que le mental, entre guillemets, est précisément ce qu'il y a de spécial dans l'homme, ce qui ne lui est pas commun avec les êtres non humains, donc ce à l'égard de quoi il ne peut en aucune façon être comparé à ceux-ci. L'être humain pourra donc sans doute, dans une certaine mesure,
être regardé comme supérieur ou inférieur à d'autres êtres, à tel ou tel autre point de vue. Ouvrons la parenthèse. Supériorité ou infériorité d'ailleurs toujours relative, bien entendu. Fermons la parenthèse. Mais la considération du mental, entre guillemets, dès lors qu'on le fait entrer comme différence, entre guillemets, dans la définition de l'être humain, ne pourra jamais fournir aucun point de comparaison. Pour exprimer encore la même chose en d'autres termes, nous pouvons reprendre simplement la définition aristotélicienne et scolastique de l'homme comme animal raisonnable, entre guillemets. Si on le définit ainsi, et si l'on regarde en même temps la raison, ou mieux la rationalité, entre guillemets, comme étant proprement ce que les logiciens du Moyen-Âge appelaient une differentia animalis, il est évident que la présence de celle-ci ne peut constituer rien de plus qu'un simple caractère distinctif. En effet, cette différence ne s'applique que dans le seul genre animal, pour caractériser l'espèce humaine en la distinguant essentiellement de toutes les autres espèces de ce même genre, mais elle ne s'applique pas aux autres êtres n'appartenant pas à ce genre, de sorte que de tels êtres, comme les anges par exemple, entre parenthèses, ne peuvent en aucun cas être dits raisonnables, entre guillemets, et cette distinction marque seulement que leur nature est différente de celle de l'homme, sans impliquer rassurément pour eux aucune infériorité par rapport à celui-ci. Note de bas de page. Nous verrons plus loin que les états angéliques, entre guillemets, sont proprement les états supra-individuels de la manifestation, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au domaine de la manifestation informelle. Retour au texte. D'autre part, il est bien entendu que la définition que nous venons de rappeler ne s'applique à l'homme qu'en tant qu'être individuel, car c'est seulement comme tel qu'il peut être regardé comme appartenant au genre animal. Et c'est bien comme être individuel que l'homme est en effet caractérisé par la raison, ou mieux par le mental, entre guillemets, en faisant rentrer dans ce terme plus étendu la raison proprement dite, qui en est un des aspects et sans doute le principal. Note de bas de page. Nous rappelons que l'espèce est essentiellement de l'ordre de la manifestation individuelle, qu'elle est strictement immanente à un certain degré défini de l'existence universelle, et que, par conséquent, l'être ne lui est lié que dans son état correspondant à ce degré. Retour au texte. Quand nous disons, en parlant du mental, entre guillemets, ou de la raison, ou, ce qui revient encore à peu près au même, de la pensée sous son mode humain, que ce sont des facultés individuelles, il va de soi qu'il faut entendre par là non pas des facultés qui seraient propres à un individu à l'exclusion des autres, ou qui seraient essentiellement et radicalement différentes chez chaque individu, ouvrons la parenthèse, ce qui serait d'ailleurs la même chose au fond, car on ne pourrait pas vraiment dire alors que ce sont les mêmes facultés, de sorte qu'il ne s'agirait que d'une assimilation purement verbale, fermons la parenthèse, mais des facultés qui appartiennent aux individus en tant que tels, et qui n'auraient plus aucune raison d'être si on voulait les considérer en dehors d'un certain état individuel et des conditions particulières qui définissent l'existence dans cet état. C'est en ce sens que la raison, par exemple, est proprement une faculté individuelle humaine, car s'il est vrai qu'elle est au fond, dans son essence, commune à tous les hommes, ouvrons la parenthèse, sans quoi elle ne pourrait évidemment servir à définir la nature humaine, fermons la parenthèse, et qu'elle ne diffère d'un individu à un autre que dans son application et dans ses modalités secondaires. Elle n'en appartient pas moins aux hommes en tant qu'individus et seulement en tant qu'individus, puisqu'elle est justement caractéristique de l'individualité humaine, et il faut bien prendre garde que ce n'est que par une transposition purement analogique qu'on peut légitimement envisager en quelque façon sa correspondance dans l'universel. Donc, et nous y insistons pour écarter toute confusion possible, ouvrons la parenthèse, confusion que les conceptions rationalistes entre guillemets de l'Occident moderne rendent de même des plus faciles, fermons la parenthèse. Si l'on prend le mot raison entre guillemets à la fois en un sens universel et en un sens individuel,
on doit toujours avoir soin de remarquer que ce double emploi d'un même terme, ouvrons la parenthèse, qu'il serait du reste en toute rigueur préférable d'éviter, fermons la parenthèse, n'est que l'indication d'une simple analogie, exprimant la réfraction d'un principe universel, qui n'est autre que buddhi, entre parenthèses, dans l'ordre mental humain. Note de bas de page. Dans l'ordre cosmique, la réfraction correspondante du même principe à son expression dans le Manu de la tradition hindoue, voir Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, 3e partie, chapitre 5, et L'homme et son devenir selon le Vedanta, page 58-59, entre parenthèses. Retour au texte. Ce n'est qu'en vertu de cette analogie, qui n'est à aucun degré une identification, que l'on peut en un certain sens, et sous la réserve précédente, appeler aussi raison, entre guillemets, ce qui, dans l'universel, correspond, par une transposition convenable, à la raison humaine, ou, en d'autres termes, ce dont celle-ci est l'expression, comme traduction et manifestation, en mode individualisé. Note de bas de page. Suivant les philosophes scolastiques, une transposition de ce genre doit être effectuée toutes les fois qu'on passe des attributs des êtres créés aux attributs divins, de telle sorte que ce n'est qu'analogiquement que les mêmes termes peuvent être appliqués aux uns et aux autres, et simplement pour indiquer qu'il y a en Dieu le principe de toutes les qualités qui se trouvent dans l'homme ou dans tout autre être, à la condition, bien entendu, qu'il s'agisse de qualités réellement positives, et non de celles qui, n'étant que la conséquence d'une privation ou d'une limitation, n'ont qu'une existence purement négative, quelles que soient d'ailleurs les apparences, et sont par conséquent dépourvues de principe. Retour au texte. D'ailleurs, les principes fondamentaux de la connaissance, même si on les regarde comme l'expression d'une sorte de raison universelle, entre guillemets, entendue au sens du logos platonicien et alexandrin, n'en dépassent pas moins pour cela, au-delà de toute mesure assignable, le domaine particulier de la raison individuelle, qui est exclusivement une faculté de connaissance distinctive et discursive, et à laquelle il s'impose comme des données d'ordre transcendant, conditionnant nécessairement toute activité mentale. Note de bas de page. Connaissance discursive, s'opposant à connaissance intuitive, est au fond synonyme de connaissance indirecte et médiate. Ce n'est donc qu'une connaissance toute relative, et en quelque sorte par reflet ou par participation, en raison de son caractère d'extériorité, qui laisse subsister la dualité du sujet et de l'objet. Elle ne saurait trouver en elle-même la garantie de sa vérité, mais doit la recevoir de principes qui la dépassent et qui sont de l'ordre de la connaissance intuitive, c'est-à-dire purement intellectuelle. Retour au texte. Cela est évident, du reste, dès que l'on remarque que ces principes ne présupposent aucune existence particulière, mais sont au contraire présupposés logiquement comme des prémices, au moins implicites, de toute affirmation vraie d'ordre contingent. On peut même dire que, en raison de leur universalité, ces principes qui dominent toute logique possible ont en même temps, ou plutôt avant tout, une portée qui s'étend bien au-delà du domaine de la logique, car celle-ci, tout au moins dans son acception habituelle et philosophique, n'est et ne peut être qu'une application, plus ou moins consciente d'ailleurs, des principes universels aux conditions particulières de l'entendement humain individualisé. Note de bas de page. Nous faisons cette restriction parce que la logique, dans des civilisations orientales comme celle de l'Inde et de la Chine, présente un caractère différent, qui est en fait un point de vue, entre guillemets, darshana, entre parenthèses, de la doctrine totale, et une véritable science traditionnelle, entre guillemets, voire Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, 3e partie, chapitre 9, entre parenthèses. 2e note de bas de page, conféré, le symbolisme de la croix, chapitre 17. Retour au texte. Ces quelques précisions, bien que s'écartant un peu du sujet principal de notre étude, nous ont paru nécessaires pour bien faire comprendre dans quel sens nous disons
que le mental, entre guillemets, est une faculté ou une propriété de l'individu comme tel, et que cette propriété représente l'élément essentiellement caractéristique de l'état humain. C'est à dessein, d'ailleurs, que, quand il nous arrive de parler de faculté entre guillemets, nous laissons à ce terme une acception assez vague et indéterminée. Il est ainsi susceptible d'une application plus générale, dans des cas où il n'y aurait aucun avantage à le remplacer par quelque autre terme plus spécial, parce que plus nettement défini. Pour ce qui est de la distinction essentielle du mental entre guillemets d'avec l'intellect pur, nous rappellerons seulement ceci. L'intellect, dans le passage de l'universel à l'individuel, produit la conscience, mais celle-ci, étant de l'ordre individuel, n'est aucunement identique au principe intellectuel lui-même, bien qu'elle en procède immédiatement, comme résultante de l'intersection de ce principe avec le domaine spécial de certaines conditions d'existence, parmi lesquelles est définie l'individualité considérée. Note de bas de page. Cette intersection est, suivant ce que nous avons exposé ailleurs, celle du rayon céleste, entre guillemets, avec son plan de réflexion. Ibidem, chapitre 24. Retour au texte. D'autre part, c'est à la faculté mentale, unie directement à la conscience, qu'appartient en propre la pensée individuelle, qui est d'ordre formel. Ouvrons la parenthèse. Et, suivant ce qui vient d'être dit, nous y comprenons la raison aussi bien que la mémoire et l'imagination, fermons la parenthèse, et qui n'est nullement inhérente à l'intellect transcendant, buddhi, entre parenthèses, dont les attributions sont essentiellement informelles. Note de bas de page. Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitres 7 et 8. Retour au texte. Ceci montre clairement à quel point cette faculté mentale est en réalité quelque chose de restreint et de spécialisé, tout en étant cependant susceptible de développer des possibilités indéfinies. Elle est donc à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que ne le voudraient les conceptions par trop simplifiées, voire même simplistes, entre guillemets, qui ont cours parmi les psychologues occidentaux. Note de bas de page. C'est ce que nous avons déjà indiqué plus haut au sujet des possibilités du moi, entre guillemets, et de sa place dans l'être total.